notion ou entendu parler de l'Ayurveda? J'ai une initiation, ça j'ai vraiment une aperçu. Un aperçu. Donc, on va parler de l'Ayurveda. Déjà, il y a deux types d'Ayurveda. Un, l'Ayurveda que je pratique, qui est l'Ayurveda originel, ancestral, qui date de la nuit des temps. Et puis l'Ayurveda hindou, celui qu'on connaît en Occident, qui vient de l'Inde et qui est empreint de la religion et des dogmes hindous. Ce qui est très différent. L'Ayurveda originel existe depuis la nuit des temps et a été retranscrit par les hindous il y a à peu près 10 000 ans. C'est là où il y a l'apparition de l'écriture du sanskrit. Et les hindous ont commencé à retranscrire l'Ayurveda. Et donc évidemment, ils l'ont retranscrit en se l'appropriant et en y mettant leurs dogmes religieux, avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Alors que dans l'Ayurveda originel, il n'y a ni bien ni mal. Tout est adapté ou pas. On est tous uniques et la clé du bonheur et de la santé, c'est de s'adapter à soi et à tout ce qui nous compose. Et en plus, il n'est pas du tout né en Inde, l'Ayurveda, et les traces les plus lointaines qu'on retrouve de l'Ayurveda original est dans ce qu'on appelait la civilisation du riz, qui est plutôt le Bhoutan, etc., dans ces montagnes de là-haut, et peut-être un peu au nord de l'Inde, mais plutôt le Népal. Et donc l'Ayurveda n'est pas hindou. Il est universel. Si je ne dis pas que c'est de l'Ayurveda, personne ne le sait. Ce sont les lois de base de la vie qui sont valables en tout temps et en tout lieu. On va parler de l'origine de l'Ayurveda. Et on dit, dans l'Ayurveda, Dieu seul sait pourquoi il a eu besoin de se manifester, de se créer. Et donc, il s'est créé de cette manière-là. C'est résumé de manière assez simple. Il va d'abord, pour créer un espace. La première chose qui naît, c'est l'espace. Et dans cet espace va naître un mouvement. Un mouvement, ce mouvement qui ne rencontre aucun obstacle va s'accélérer de manière exponentielle et produire de la chaleur. Et avec la chaleur va venir la nécessité de l'apaiser. Et c'est les trois éléments de base dans l'Ayurveda. L'air, le mouvement, le feu, la chaleur, et l'eau qui est pour compenser le feu. C'est les trois éléments de base dans l'ordre d'apparition et aussi dans l'ordre d'importance. Et tout dans l'univers est régi par ces trois éléments en interaction constante. Ces trois éléments en interaction constante vont créer tout l'univers. En 7 phases successives de densification, et non pas en 7 jours comme on dit dans la Bible. 7 phases successives de densification de l'énergie jusqu'à la matière que nous connaissons. Et il y a 7 couches, si on peut dire, principales, qui sont des densifications de plus en plus grossières jusqu'à la matière. Et donc, on a ces 3 éléments, puis les 7 couches, les 7 densifications. Et ce sont les 2 premiers chiffres les plus importants, et toutes les lois de l'univers sont régies à partir de ces chiffres-là. 3, 7. Il y a 3 éléments de base qui composent toute chose, et 7 types de gens, 7 types de choses, 7 types d'aliments, 7 types de plantes. On peut tout classer dans ces 3, 7. Tout. Chaque individu est d'un type particulier, avec plus ou moins d'un élément ou d'un autre. On peut avoir un élément dominant, et les 2 autres très peu, et on peut avoir 2 éléments dominants, et donc
plus ou moins d'air, plus ou moins de feu, plus ou moins d'eau. Et en fonction de ces associations, ça donnera 7 tempéraments qui correspondent aux 7 centres d'énergie, aux 7 chakras. Et donc, en fonction de notre type, on doit s'adapter. Pour chacun, c'est différent. On ne doit pas faire les mêmes choses, le même exercice, manger la même chose. On n'a pas la même psychologie. Et tout le monde voudrait toujours que les autres pensent comme nous, fassent comme nous, aient le même rythme que nous. Mais personne n'est identique. On dit, dans l'Ayurveda, depuis que le monde est monde, le Créateur ne s'est jamais répété une seule fois. Il n'y a pas 2 cellules identiques depuis que le monde est monde. Pas 2 empreintes de main identiques. Donc pas 2 personnes identiques. Pas 2 feuilles d'arbre identiques. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un régime alimentaire qui est bon pour tous? Impossible. Ce n'est pas pensable. Pour chacun, le régime doit être unique. Et pour ça, il faut savoir. Et pour savoir, il y a 2 choses. On dit, on a 2 mains. Il y a la main de la connaissance et la main de l'intuition. On dit, dans l'Ayurveda, la connaissance sans l'intuition est vide. L'intuition sans la connaissance nous vide. Il faut les 2. Il faut apprendre un peu ces lois de base de l'univers et ensuite expérimenter avec la conscience, avec l'intuition, on pourrait même dire la cognition. Et de cette manière, on va arriver à déterminer exactement ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Et non pas, aucun être, aussi cultivé soit-il, ne peut déterminer pour vous ce qui est bon pour vous. Aucun docteur, aussi intelligent soit-il, ne peut déterminer un régime qui soit bon pour tous. Impossible. Il se trompe complètement. C'était bon pour lui, mais pas pour les autres. Ça a marché pour lui, pas pour les autres. Pour prendre un exemple, à une époque, c'était le régime crétois qui était à la mode. On a observé les crétois et on s'est rendu compte qu'ils avaient une très bonne santé. Et donc on a regardé ce qu'ils mangeaient et on a voulu faire pareil. À un moment donné, c'était la mode, on ne parlait plus que de ça. C'était il y a longtemps, mais maintenant il y en a eu d'autres depuis. Et donc, mais ça ne marche pas du tout, parce que c'était adapté aux crétois, pas à nous. On m'a demandé un jour qu'est-ce que je pensais du régime crétois. J'ai dit, le régime crétois, c'est pour les crétins, pas pour nous. Parce que c'est pas du tout adapté. Ils vivent au bord de la mer, dans un pays chaud, ils mangent du poisson et des fruits, c'est très bien. Mais nous, ici, en hiver, si on mange que du poisson et des fruits, il faut investir dans les mouchoirs, sinon on a la crève tout le temps. Il faut s'adapter à la saison, s'adapter au temps, à notre âge, à notre tempérament, à l'ethnie de laquelle on vient, à l'exercice qu'on fait, au travail qu'on a, etc., etc., etc. S'adapter, c'est la clé et de la santé et du bonheur. Bon, on va parler un peu des éléments pour donner une idée, et donc les caractéristiques de chaque élément. Le premier élément, l'air. L'air est instable, il est imprévisible, il va partout et il est invisible. On ne le voit pas, on ne peut pas le prévoir, etc. Il est très créatif, il est partout chez lui et en même temps nulle part chez lui. Et on va retrouver un peu ces caractéristiques chez les gens. Quand il y a de l'air, beaucoup d'air dans le tempérament, on va retrouver ces caractéristiques. Le feu est dynamique, créatif. C'est un chaud, il a le sang chaud, il s'énerve vite. Hein, c'est un chef. Le feu monte toujours. Il va toujours vers le haut. Et donc il est toujours, quand on le retrouve chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est toujours prêt au combat, toujours prêt à l'action.
et il est très lumineux. C'est le plus visible des éléments. Et donc on trouve les gens qui ont une dominante de feu souvent sur le devant de la scène. Les hommes politiques, les thérapeutes, etc. Ils ont beaucoup de feu en eux. L'eau descend toujours vers le bas. Elle est toujours fluide, elle s'adapte à toutes les formes, en la heurtant le moins possible. Elle n'est pas très visible, elle est transparente. On la voit, mais elle est quand même transparente. Et elle est toujours froide. Même si vous prenez une douche chaude, si vous ne couvrez pas vite après, vous avez froid. Même l'eau chaude est rafraîchissante. Voilà les trois éléments qu'on va retrouver donc chez chacun de vous en quantité. Il y a toujours les trois, bien sûr, mais il y a une dominante ou deux. Et on va retrouver ça aussi dans tous les aliments et dans toutes les plantes. Dans toutes les plantes. Et donc, même si on ne connaît pas les plantes, mais qu'on connaît l'Ayurveda, quand je voyage, par exemple, des fois on m'invite à l'île de la Réunion ou en Guyane pour travailler, je prends des gens en consultation, je vais d'abord, pendant 2-3 jours, me balader dans la nature et regarder les plantes que je ne connais pas. Mais très vite, je sais à quoi elles servent. Parce que je sais déterminer leur tempérament. Et donc comme ça, je peux prescrire des plantes en fonction de l'effet de la plante, selon sa forme, son goût, sa couleur. On sait à quoi elle va servir, parce qu'elle va être d'un tempérament. On sait quel élément il y a dedans, et donc on sait ce pourquoi ça va être utile. Et donc, l'alimentation, puisque c'est le sujet de ce soir, la plupart des gens réfléchissent toujours avec le mental. En Occident, on est spécialiste pour ça. À savoir mentalement ce qui est bon et pas bon. On va dire, tiens, dans tel aliment, il y a telle chose, telle vitamine, telle chose, donc ça doit être bon pour ça. Ou il y a telle chose, donc c'est pas bon pour ça. Hein? Et en fait, on ne prend jamais en compte l'ensemble des paramètres. Toutes les composantes déjà, l'énergétique, la forme, la couleur, la saison de laquelle, où ça vient, où on le cueille, etc. etc. C'est toujours partiel. Toujours partiel. Donc, pour savoir un peu ce qu'on doit manger, la première chose, c'est ce qui nous empêche d'être à l'écoute de nous-mêmes. Et la première chose qui nous empêche d'être à l'écoute de nous-mêmes, c'est les émotions. Le premier facteur dans la nourriture, c'est les émotions. C'est les émotions qui nous ramènent toujours dans l'extériorité et qui nous empêchent de sentir, d'être à l'écoute de soi-même et d'être à l'écoute du corps et de ses besoins. Et la deuxième chose la plus importante, c'est toujours les émotions, parce que c'est ce qui nous empêche. On va manger la plupart du temps pour se rassurer, par plaisir, comme un bébé quand il pleure. Un bébé quand il pleure, parce qu'il est tout seul, il a peur, comme il ne peut pas vivre tout seul, il a besoin d'être rassuré. Quand il pleure, comme il ne sait pas parler, il pleure jusqu'à que sa mère vienne. Et sa mère pense, le pauvre petit, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé, et elle lui donne le sein. Et elle se donne raison de penser qu'il avait faim parce qu'il se calme. Mais il n'avait pas faim, il avait juste peur. Et de téter, c'est ce qui le rassure le plus. Quand on va mal, qu'est-ce qu'on fait? On va bouffer. Pas manger, bouffer. Quelque chose de bon. Chocolat. Chocolat. N'est-ce pas? Ou pour chacun c'est différent. Hein. Il y en a qui vont dire non, moi je ne suis pas sucré, je suis salé, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pour se rassurer. Donc la plupart de la nourriture qu'on mange est faite pour se rassurer. Elle ne peut en aucun cas être adaptée à ce dont on a besoin. Même si on se justifie de manger du chocolat par le taux de magnésium et de fer qu'il y a dedans, et de protéines, ce qui est un aliment extraordinaire, le chocolat. Ce qui est moins bon dans le chocolat, c'est le sucre qu'il y a dedans. Mais le chocolat en lui-même est effectivement très riche.
mais c'est pas le chocolat en lui-même qu'on veut, c'est le sucre qu'il y a dans le chocolat. Sinon on ne mangerait pas, ou très peu. Le chocolat, sinon, est très amer. Alors, la deuxième chose, c'est toujours ces émotions parce qu'on mange pour se rassurer. Peu importe ce qu'on va mettre dans la bouche, du moment que c'est bon, ça rassure, ça calme. Pas longtemps, mais ça calme un petit peu ce chocolat. Et puis, le troisième facteur qui est important dans la nourriture, c'est la quantité. Et encore une fois, la quantité, c'est toujours lié aux émotions. Pourquoi ? Parce qu'on bouffe toujours plus que ce qu'on a besoin. Parce que de manger, de bouffer, ça s'appelle comme ça calme un petit peu, mais pas vraiment. On mange jusqu'à que, comme on dit, les dents du fond baignent. Et on s'arrête parce que là, sinon ça va être le renvoi. La plupart des gens, surtout en Occident, mangent trop. Toujours à cause des émotions. Et aussi, parce qu'on ne mange pas, ce qui est le facteur suivant, parce qu'on ne mange pas ce qui nous convient. Si on mangeait vraiment ce qui nous convenait, on est vite rassasié. Le corps dit stop. Le corps, quand on ne lui donne pas ce dont il a besoin, même si on en mange beaucoup, le corps continue à demander parce qu'il n'a pas ce qu'il lui faut. Il dit encore, donne-moi quelque chose. Et comme vous ne l'écoutez pas, il vous dit ce qu'il a besoin, mais vous ne l'écoutez pas. Donc, il continue à demander. Et donc, on bouffe trop, et trop pas ce dont on a besoin. Donc, comment est-ce qu'on peut être en bonne santé ? Ensuite, il y a les mélanges. Les mélanges. L'occidental, grâce à nos chers et intelligents médecins, qui nous disent qu'il faut manger de tout à tous les repas, ce qui est n'importe quoi. Il faut manger de tout sur une semaine, sur 7 jours, encore une fois, et pas à tous les repas. On mange de tout le temps. Alors que dans les sociétés traditionnelles, qui sont encore proches de la nature, mangent très simplement. Mangent souvent qu'un ou deux aliments au repas, jamais plus. Et nous, on mange entrée, apéritif, entrée, légumes, plats, desserts, fromage, fruits, etc. Pour digérer tout ça, il faut vraiment être costaud. Et en plus, en grande quantité. Non, pour digérer, c'est difficile. Les mélanges, la seule chose qui se mélange avec tout, c'est les légumes. Ce qui prouve bien que c'est la base de l'alimentation. Et la chose qui se mélange le moins, c'est la viande. Elle se mélange qu'avec les légumes. Déjà, avec ces deux petites choses, vous avez une idée des mélanges qu'on doit pas faire. Et les fruits tout seuls se mangent tout seuls. Et surtout pas ni avant ni après le repas. Seulement ensuite vient la qualité des aliments. Souvent on met la qualité en premier, mais c'est de loin la chose la plus importante. Il vaut mieux manger pas bio avec toutes les règles énoncées de manière correcte que manger bio et manger par émotion, manger trop et pas ce qui nous convient. C'est bien de manger bio, sûr, mais c'est pas ce qui est le plus important. Donc si vous avez des questions, arrêtez-moi, je ne parle pas dans le vide, que je parle de ce qui vous intéresse, c'est quand même mieux. Donc, et puis une chose qui est toujours liée aux émotions, la plupart des gens ne mâchent pas. Ne mâchent pas assez. Ne mâchent pas assez. Il y a les bio-végétariens crudis, machin truc, qui mangent tout cru. Ils mâchent de loin pas assez. Manger
des carottes râpées, il faut qu'elles soient liquides quand on l'avale. Mais ça n'arrive jamais. Personne n'a cette patience de mâcher une carotte jusqu'à qu'elle soit liquide dans la bouche. On croque 4-5 fois, oups, et on l'avale. L'estomac, il n'a pas besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Comment se passe une bonne digestion? Une bonne digestion, quand on a faim, le corps se dit « Ah, c'est le moment » et il va se préparer. Il commence à sécréter des sucs digestifs qu'il prend sur ses réserves minérales et il va produire les sucs digestifs. On mange, les sucs digestifs transforment le bol alimentaire en nutriments et par transsudation, ça va passer de l'intestin dans le sang et être disponible sous forme d'énergie. Une mauvaise digestion, quand on ne mange pas, et quand on ne mange pas ce qui nous convient, et qu'on fait des tas de mélanges, etc., qu'est-ce qui se passe? On met des aliments dans le corps qui ne sont pas réduits en liquide, en purée. Le corps sécrète des sucs digestifs et fait du mieux qu'il peut pour les digérer, mais des morceaux, il ne peut pas les faire passer par translation de l'intestin dans le sang. Il ne peut pas. C'est trop gros. Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi de parler français. On va les chier, ces aliments qu'on a mangés, par plaisir. Et on va les chier avec les sucs digestifs que le corps a sécrétés. Et on se fatigue à manger. On vide nos réserves minérales. Alors qu'une bonne digestion, on sécrète des sucs digestifs, les sucs digestifs transforment le bol alimentaire en nutriments, et on réabsorbe et les aliments et les sucs digestifs. C'est tout bénef. Mais quand on ne mange pas, on ne digère pas. Alors c'est la mode en ce moment, c'est les jus. On parle beaucoup de ça en ce moment. Il y a des modes comme ça tout le temps. Les jus. Génial les jus. Super. Parce qu'on n'a pas besoin de les mâcher en apparence. Mais on ne les digère pas très bien non plus. Parce qu'on ne les mâche pas. La soupe. Super la soupe en hiver. Ben non, pas du tout. La soupe, on la boit, on ne la mâche pas. Les légumes ont besoin des sucs digestifs qu'il y a dans la salive, la ptyaline, entre autres, pour digérer les aliments. On la boit et il n'y a pas de salive dans les aliments. Donc ils sont très difficilement digestes. Donc les jus, très bien. La soupe, pas mal. Mais il faut la garder dans la bouche et la gargariser jusqu'à qu'elle soit imprégnée des sucs digestifs contenus dans la salive. Intéressant quand on regarde les choses de près. Des questions? Alors, une chose très importante, je ne vous parlerai pas trop de l'acidité, ce qui est très important, mais vous avez ça partout, tout le monde en parle en ce moment, c'est la mode. Je vais vous parler d'un autre sujet qui n'est pas connu et qui est très important dans l'Ayurveda, c'est ce qui crée de la chaleur, ce que créent les aliments dans le corps. Je vais résumer de manière très simple, mais c'est très important et très intéressant. Il y a des aliments qui créent de la chaleur dans le corps et d'autres du froid. On pourrait après dire aussi d'autres de l'air, etc. Mais on va rester dans le froid et le chaud, pour rester simple. On dit, dans l'Ayurveda, la nature nous donne ce dont nous avons besoin, à l'endroit et au moment où on en a besoin. Et ça va très loin. Si vous regardez, on dit dans l'Ayurveda, on doit avoir un jardin, un tiers du jardin on n'y touche pas. On le laisse comme il veut. Et on regarde ça au bout de quelques années, on va voir dans cet espace qu'on a très peu touché, et on observe les plantes. En fonction des plantes qui poussent dans ce tiers, on peut savoir diagnostiquer quelle faiblesse a la personne. Parce que la nature va donner exactement ce qu'a besoin la personne qui vient. Extraordinaire. Ça marche vraiment. Observez votre jardin si vous en avez un, et vous verrez qu'il y a les plantes qui vous conviennent dans votre jardin. Et si elles n'y étaient pas en arrivant, au bout de 2-3 ans, elles vont
pousser là, à cet endroit, et pas chez le voisin. Extraordinaire. Et donc, quand on va dans les pays chauds, eh ben, la nature donne des choses rafraîchissantes, des fruits gorgés d'eau et de sucre. Et plus on va vers les pays froids, moins il y a de fruits gorgés d'eau et de sucre, et moins il y a de fruits déjà. Et plus les aliments vont être réchauffants, parce que la nature donne ce dont il y a besoin. Au pôle Nord, les lapons mangent entre 60 et 80% de viande. Ils mangeaient, parce que maintenant on importe des yaourts et des machins, après ils tombent malades. Donc, mais à notre époque, on mange de tout le temps. On mange des fraises en hiver, des ananas, des kiwis et tout un tas de choses qui ne poussent pas sur les arbres chez nous. Mais on est malin. On importe des arbres, on les plante chez nous. La nature, elle s'adapte beaucoup mieux que nous. Les kiwis, il y a 50 ans, il n'y en avait pas. On les a importés. Alors maintenant, on dit, les kiwis, c'est un fruit d'hiver, donc je peux en manger l'hiver. Ben non. Parce que ça a été importé. Des fraises dans la région, les fraises de Carpentras, vous en trouvez déjà sur le marché. Et il y en a jusqu'au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'on triche. On prend des variétés qui viennent d'ailleurs, on les retarde, on les met sous serre, etc., etc. Mais les fraises, si vous en avez dans le jardin une variété, ça dure quoi? Un mois, pas plus. Mais on mange de tout le temps, et donc on est toujours en déphasage avec la nature et notre nature. Donc, il y a des maladies chaudes et des maladies froides, des déséquilibres chauds et des déséquilibres froids. En Occident, maintenant, la plupart des gens ont des déséquilibres froids, parce que tout le monde bouffe trop de yaourts, de laitage, de fruits, etc., etc. De salade verte en plein hiver, que des choses qui rafraîchissent, ce qui donne un terrain idéal pour le cancer. Et toutes ces maladies chroniques. La plupart des gens, à notre époque, deviennent de plus en plus palos. Ils sont palos, deviennent pâles, parce qu'on mange des choses qui rafraîchissent trop, qui nous refroidissent trop. Et la mort, c'est quand on est froid. On meurt quand on est froid. Et les personnes âgées ont toujours de plus en plus froid. Deviennent frileuses. Évidemment, comme avec l'âge, les émotions reprennent de plus en plus d'ampleur, parce que les émotions viennent de l'enfance, évidemment, et des vies passées aussi, mais bon, n'en parlons pas. Et pendant 30-40 ans, on a de l'énergie pour compenser. On va compenser. Ce vide existentiel qu'il y a à l'intérieur et nos émotions, on va les compenser en créant une famille, en séduisant, en faisant du sport, en faisant je sais pas quoi, chacun à sa façon, en bouffant, etc. Au début, tout marche. Tout marche. On trouve quelqu'un à aimer, à nous aimer, on fait des enfants, etc., etc. On bouffe, on digère relativement bien, en tous les cas on ne sent pas qu'on digère mal. Et puis, avec l'âge, la compensation devient de plus en plus difficile. Et dès qu'on bouffe un peu trop de chocolat, on a mal au ventre. Dès qu'on court un peu trop, on a mal au genou. Et puis la sexualité, ça commence à faiblir. On ne peut plus compenser. Et là, les émotions arrivent en plein. Et qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus comment compenser. Je bouffe plus mal au ventre, et là, c'est vraiment l'angoisse. Parce qu'on n'a pas traité l'émotionnel avant. Et c'est ça qui est important, et d'abord de travailler l'émotionnel. Alors, l'émotionnel dans l'Ayurveda, je vous dis deux mots là-dessus, n'est pas du tout une psychothérapie. Dans l'Ayurveda, on ne travaille pas les émotions, on travaille l'émotionnel. On va chercher à éradiquer la cause de toutes les émotions. De toutes les émotions perturbatrices.
pas les émotions positives, de joie, etc. On ne veut pas les éliminer, celles-là. Les émotions qui nous perturbent, on veut éradiquer la cause ultime de toutes ces émotions et non pas juste aménager l'émotionnel. Parce que si on aménage un peu l'émotionnel avec une thérapie, ça revient. Les psys, si ça tenait la route, ils seraient tous bien dans leur peau, ce qui n'est pas le cas. Ça ne marche pas vraiment. Ça aide, c'est utile, ça a sa place, sans aucun doute, mais on n'est pas dans ce registre-là dans les modas. Nous, on veut plus du tout, pas en les aménager, pas s'arranger avec, on veut qu'il n'y ait plus d'émotions perturbatrices. Pour ça, il faut éliminer la cause ultime de toutes les émotions perturbatrices, qui est l'identification dans le corps et ce qui découle, la peur de mourir. On peut éliminer complètement cette identification au corps et donc la peur de mourir et ne plus avoir d'émotions perturbatrices. Et là, à partir de là, évidemment, après, on ne va pas manger pour compenser, puisqu'on n'a plus rien à compenser, et on mange que ce qui nous convient, dans la quantité qui nous convient. Et tout va bien. Je ne comprends pas l'identification au corps, ce que tu veux dire par là. L'identification au corps, c'est le bébé. Le fœtus n'est que l'assemblage des 5 éléments dans les Ayurveda. Comme la terre. La terre est composée des 5 éléments et c'est de la terre, si tu veux. Pour qu'il soit en vie, il faut qu'il y ait une âme dans le corps. L'âme, avant d'être dans le corps, sait qui elle est. Quand elle rentre dans le corps, très rapidement, elle oublie qui elle est et s'identifie dans le corps physique. Et croit et dit, quand vous parlez de vous, vous parlez de ce tas de chair et d'os, de ces 5 éléments. Mais on n'est pas ce corps. On est une âme et un être. On est composé de 3 choses, même 4 on va dire. Il y en a une qui s'est rajoutée. On est un mental, l'ego mental, celui qu'on croit être, qu'on n'est pas du tout, celui qui est limité. On est le corps, l'âme et l'être. La plupart des gens, quand vous parlez de vous, vous parlez de celui qui n'existe pas, qui est l'ego mental. Celui qui a été créé par l'enfant, par association d'idées. Le bébé, comme il a peur de mourir, puisque le corps est périssable, va s'identifier au corps et il a d'où résulte la peur de mourir. Cette peur de mourir amène un besoin qui est vécu comme vital, absolu, absolument vital, d'être rassuré. Il va être rassuré par 5 choses, je passe les détails, c'est toujours les 5 éléments. C'est pas le sujet de ce soir, je fais juste une parenthèse. Et il va être, à chaque fois qu'il est rassuré, il va associer tous les éléments de la situation quand il est rassuré à quelque chose de positif, tous les éléments d'une situation quand il n'est pas rassuré à quelque chose de négatif. Et ce qu'on appelle dans l'Ayurveda la naissance de la dualité. Il sépare le monde en deux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime pas. Ce que je suis qu'il ne faut pas que je sois. Et ce que je dois être pour être rassuré ou être aimé. C'est pareil. Et ça crée une espèce de personnage duel en nous. On est toujours en lutte contre soi-même. On ne veut toujours pas montrer une partie de nous-mêmes et toujours montrer une autre partie de nous-mêmes qui est soi-disant bien. Et il y a toujours ce combat intérieur qui s'actualise beaucoup, en grande partie, par le jugement. Ce personnage double est celui que vous croyez être. Celui que vous décrivez à vos amis, celui que vous montrez à vos amis. Mais en fait, il n'existe pas. Il n'est qu'une fabrication mentale de l'enfant, qui a associé
des choses qui n'étaient pas associables. Pour prendre un exemple concret, le bébé, si les parents le samedi soir boivent un coup et ont l'alcool heureux, se mettent à chanter, à danser, il associe l'alcool, l'odeur d'alcool, à quelque chose d'heureux. Et si c'est le contraire, s'il commence à s'engueuler les parents dès qu'ils ont picolé un coup, il va associer l'alcool à quelque chose de malheureux. Plus tard, il va devenir président de la Ligue anti-alcoolique. Si il a associé ça à quelque chose d'heureux, et ben dès qu'il est mal, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va au café, et dès qu'il rentre au café, il s'engueule. L'odeur d'alcool, les copains, ça y est, tout va bien. C'est son système de compensation. Donc, tous les soirs, il est au café, parce que il n'y a que là qu'il est bien. C'est une mémoire. Une mémoire. Comme il y a des mémoires, des musiques qui nous rappellent quelque chose d'heureux. On entend la musique, on ne sait pas pourquoi, pouf, on est bien. Ou des musiques qu'on n'aime pas. Hein, c'est les mémoires. Et donc, ce personnage qu'on a créé n'existe pas. Vous ne savez plus qui vous êtes. Évidemment, puisque vous ne savez plus qui vous êtes, comment bien nourrir quelqu'un qui n'existe pas? Pas possible. Et ça peut se faire qu'à partir du mental, c'est ce que font la plupart des gens, cherchent dans le mental, dans les connaissances intellectuelles, la meilleure façon de se nourrir. Et ça ne marche pas. Dans le temps, ça ne tient pas la route. Ça peut faire du bien un moment. Alors, il y en a qui disent, oui, il faut être végétarien, c'est là que c'est bien. Alors, ils commencent par être végétarien. Super. Pendant un temps, ça fait du bien. Ça nettoie le corps, ça ne pense pas trop. Et puis, au bout de 20, 30, 40 ans, on est tout le temps malade, on ne sait pas pourquoi. Alors, on dit, c'est peut-être parce que je mange trop de gluten. Alors, on va enlever le gluten. Après, je mange trop de laitage, on enlève le laitage. Etc., etc. Et ça ne va toujours pas. Parce qu'on est glacé. On ne mange plus de viande, on devient froid. Dans un premier temps, ça fait du bien. Mais dans le temps, ça ne tient pas. Après, c'est la mode des crudivores, là, maintenant, ceux qui bouffent des crudités. Super, vous faites une cure de crudité. Si vous les mâchez bien. Au début, ça file la patate, que des aliments vivants. Super. Regardons 20 ans après, dans quel état vous êtes. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été décidées par le mental, celui qui n'existe pas, celui qui n'est pas réel, celui qui ne fonctionne qu'avec des concepts. Et donc, ça ne peut pas être juste. Le corps a besoin un jour d'une chose, le lendemain d'une autre. Quand il est jeune, de certaines choses, quand il est vieux, d'autres. Quand c'est en hiver, il a besoin de certaines choses, en été, d'autres. Etc. Si on fait beaucoup d'exercices, on a besoin de certaines choses. Si on ne fait pas beaucoup d'exercices, on a moins besoin de certaines choses, etc. etc. C'est sans limite. Ça ne peut pas être déterminé par la tête. Ça doit se vivre dans l'instant. Connaître les lois de base, c'est une bonne chose. Et après, il faut essayer de sentir et surtout d'expérimenter. Dans l'instant, mais aussi dans le temps. Tout régime décidé par le mental, par la tête, par celui qui n'existe pas vraiment, ne peut pas être juste. Impossible. Dans aucun cas. Il fera du bien un moment, et fatalement à un moment donné, ça ne va pas aller. Prenons un exemple. Ce qu'on appelle un tempérament feu dans l'Ayurveda. C'est-à-dire quelqu'un qui a une dominante de feu. Quand il est jeune, il va bouffer des sucreries. Donc au début, on dit dans l'Ayurveda, on mange ce qui nous ressemble. On aime ce qui nous ressemble. Donc, celui qui a beaucoup de feu, il va aimer tout ce qui est feu. Il va aimer picoler, fumer, faire de l'exercice, bouffer de la viande et tout ça. Et il va vite être en excès de feu, parce qu'il en a déjà beaucoup. Il lui en faut pas beaucoup. Il va être en excès. Puis à un moment donné, il va lire un truc sur, je sais pas quoi, les fruits, les légumes, les jus de fruits, n'importe quoi. Puis il va essayer. Et puis il se rend compte que ça lui fait beaucoup de bien. Et tout d'un coup, il va se réguler.
il est ici, ça c'est son niveau de vibration, hein, de feu ici, et au début, il va se retrouver là. Et il va être tout rouge, il va se mettre en colère vite, il va vite attraper des problèmes, des maux de tête, etc. Il va commencer à bouffer des fruits et du sucre, et à un moment donné, il va être en équilibre. Et il va se dire, ça c'est le régime qu'il faut. Il va écrire un bouquin en disant, le régime pour tous, c'est celui-là. Et il va continuer. À 35-40 ans, il est en équilibre. Et là, il écrit son livre. Waouh, super, il faut manger comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il continue à bouffer des fruits et légumes. Et là, il va devenir froid. Il va avoir mal au bas du dos, il va commencer à attraper la crève, etc., etc. Mais il est tellement persuadé qu'il continue. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il cherche, je pense, quel fruit il faut éliminer, quel fruit il faut rajouter. Et il va chercher dans sa tête, tiens, dans celui-là, il y a plein de vitamines, donc je vais prendre ça. Les gens, quand ils ont la crève, il y a un illuminé qui a dit qu'il fallait bouffer plein de vitamine C quand on avait la crève. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On boit du jus d'orange. Le jus d'orange, c'est très froid. Et la crève, c'est un coup de froid. On tombe encore plus malade. Demandez à votre corps, il va vous le dire. Il le sait, lui, tout ce que je vous dis. Il sait déjà. Donc, et à la fin de sa vie, il va être vraiment froid. Il va devenir palo, etc., etc. Plus d'énergie. Il a du mal à se lever. Et il ne supporte pas, parce que ce n'est pas sa nature. Il va être très mal dans sa peau. On est notre nature, et on ne peut pas en changer. On peut changer la pathologie, mais notre nature, elle ne peut pas changer. On reste toujours ce qu'on est. Il y a des gens qui sont toujours dynamiques. Tu peux leur dire de ne pas bouger, ils ne peuvent pas. Un enfant qui a du feu et de l'air, il ne faut pas lui dire de ne pas bouger, il devient fou. Il ne peut pas. Il va sauter tout le temps. Un enfant qui a beaucoup d'eau va être tranquille. Vous lui filez un cahier avec des crayons et il dessine tout après-midi. Pas de problème. Chacun est différent. La clé, c'est s'adapter. Des questions? Quels sont les aliments chauds? Alors, pour comprendre grosso modo, hein, ce qu'il y a de plus chaud dans l'alimentation, c'est la viande. Ensuite, on a les céréales et les huiles, hein, à peu près, tout ce qui est gras. Évidemment, dans chaque compartiment, il y a des plus ou moins chauds, plus ou moins froids. Les céréales. Ensuite, on a les légumes. Évidemment, les légumes d'été sont plus froids que les légumes d'hiver. N'est-ce pas? La salade verte, c'est très froid. La carotte, c'est pas très froid. Et ensuite, on a les fruits, les laitages. Et le champion du froid, c'est le sucre. D'ailleurs, la canne à sucre ne pousse que dans les pays très chauds. Ici, on bouffe plein de sucre, mais il n'y a pas de sucre qui pousse naturellement. Il n'y en a pas. On le fabrique. Le champion du froid, c'est le sucre. Avec l'âge, il faut en manger de moins en moins. Mais c'est pas ce qu'on fait, surtout en Occident. Avec l'âge, on rajoute les petits encas, on digère, on met de plus en plus longtemps pour digérer avec l'âge. Et au lieu de diminuer les repas, la quantité à chaque repas et les repas eux-mêmes, eh ben, on augmente les repas. On fait un petit 10 heures, un petit 4 heures, un petit encas, on bouffe du chocolat, des sucreries, machin. Et évidemment, ça ne peut pas aller bien avec tout ça. On dit enfant, bébé 6 repas, enfant 5, adolescent 4 repas, adulte 3, début de la vieillesse 2, vieillesse 1 repas par jour. Celui de midi, pas celui du matin. Mais nous, on ne fait pas ça. On en rajoute avec l'âge.
Autre question? Est-ce qu'il y a des techniques pour aller éradiquer la source de tout nouveau, cette identification? Oui, tout à fait. Il y a une pratique dans l'Ayurveda qui est basée sur la conscience. Il faut d'abord se connecter. Ce n'est pas un travail mental. C'est travailler avec le mental. Mais ce n'est pas le mental qui fait le travail avec le mental. Ce n'est pas possible. Il faut se connecter avec ce qu'on est vraiment, avec l'âme et l'être. Et à partir de là, remettre en question, par l'observation, celui qu'on n'est pas. Après, on fera une autre conférence ou un atelier là-dessus. C'est très spécifique, c'est très simple. C'est très simple. Et ces pratiques ont été érigées par des sages, pas par des illuminés qui ont fait beaucoup d'études. C'est très simple. C'est une pratique qu'on fait soi-même. On n'est pas dépendant du thérapeute. On ne va pas chez lui pendant 10 ans. Hein, on apprend la pratique, après on le fait tout seul. C'est une pratique où on se désidentifie petit à petit de ce mental, de ce qu'on n'est pas, en observant comment on fonctionne, et surtout avec bienveillance, pour soi. On n'est pas dans l'analyse, on est dans l'observation. L'observation, mais qui observe? Celui qu'on est vraiment. C'est une pratique qui est basée sur l'intériorité. Je l'ai appelé médite-action. Méditation, c'est bien, mais médite-action, c'est encore mieux. Ça va beaucoup plus loin. On ne peut pas résumer en 3 mots maintenant, mais là, je vous donne juste un aperçu sur une pratique vraiment simple. On observe et on fait la part des choses, on remet en question, par exemple, les concepts et les croyances qui sont toutes fausses. Tous les concepts sont faux parce qu'ils sont morts, ils sont figés. Le créateur est infiniment créatif, il crée sans arrêt des choses nouvelles, sans arrêt, la vie bouge tout le temps. Dès qu'on a un concept, ça fige. Tout ce qui est figé est mort. Le concept qui est créé par l'enfant, par association d'idées quand il est rassuré, ce que je disais tout à l'heure, de là naissent des concepts, ou des idées préconçues, ou des croyances, qui ensuite sont fausses. Et après, on voit, on n'a qu'à regarder la télé, tout le monde discute pour savoir qui a raison. Ils ont tous faux, ils ont tous tort. Quel concept est le meilleur? Aucun. Ils sont tous faux. Aucun ne s'adapte à l'instant. Aucun. Pour s'adapter dans l'instant, il ne faut pas avoir de concept, il faut être libre. Libre de tout concept, de toute croyance. Et là, je peux m'adapter à toute chose, à tout être. Je n'ai pas de concept de qui est bien, qui n'est pas bien. Quand j'étais jeune, j'ai fait 68, et pendant très longtemps, dès que je voyais un képi, j'avais la moutarde qui me montait au nez. Puis un jour, j'ai eu un élève à mon cours de yoga que j'aimais beaucoup, qui était vraiment très présent à lui-même, qui s'intériorisait vraiment très bien. Puis un jour, je l'ai rencontré dans la rue, et je ne le connaissais pas plus que ça, juste sur le tapis. Puis un jour, je le rencontre et on discute, et il se promenait son chien, et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je vais dans les bois avec mon chien me balader. Ah bon? Il me dit, j'y vais tous les jours. Ah bon? Je lui dis, tiens, en fait, vous faites quoi comme boulot? Il était CRS. Ça m'est monté là tout de suite. Et après, je me suis dit, mais attends, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, qu'est-ce que ça change? Le mec, il est super. Il était super. En fait, il allait dans les bois et il parlait aux arbres. Et il était CRS. Extraordinaire. Les a priori. C'était un mec super. Sans aucun problème. Mais on a des a priori, on met les gens dans des cases. Pour les babacools, ceux qui sont habillés babacool sont toujours des gens bien, et les costards cravates, c'est des connards, et le contraire est vrai. Ceux qui picolent critiquent ceux qui fument critiquent ceux qui courent, etc. C'est n'importe quoi. C'est que des concepts. Il n'y en a aucun qui est vrai. Aucun.
concepts, tous les concepts sont faux, à part les concepts qui reposent sur des lois. Quand on parle de concept architectural, par exemple, on ne devrait pas dire concept, puisque c'est basé sur des lois, c'est très différent, évidemment. On parle de concepts mentaux.